zone qui est concernée pour... Enfin, les zonages qui sont concernés à Pointe-au-Père. Pourquoi on fait pourquoi C'est une modification des usages, si je ne m'abuse, c'était dans ce cas-ci pour permettre un logement additionnel. Donc, une facilité qui avait comme des éléments d'urbanisme au niveau des limitations qui empêchait de le faire à moins de modifier le règlement. Donc, c'était ce qui était proposé. Mais là, c'est des terrains qui appartiennent déjà à des gens? Oui, ou... tout à fait, tout à fait. Et il y a une volonté d'avoir un logement, si on parle bien de la même chose, on parle de la volonté d'avoir un logement additionnel. Là, et le terrain était trop petit, les limitations n'étaient pas adéquates pour avoir ce logement additionnel. Donc, en modifiant la réglementation, on permet aux gens de pouvoir le construire. Mais là, c'était la limitation du zonage pour justement réduire et ce qu'on disait, permettre une densification douce. Ça, c'est à Pointe-au-Père. Oui, c'est ça. Donc, densification douce, c'est par la possibilité de pouvoir avoir un logement additionnel. Présentement, selon les règles d'urbanisme en vigueur, le terrain ne permettait pas la construction d'un logement additionnel. Donc, en modifiant de la manière dont on le fait, maintenant, on peut effectivement permettre aux gens d'avoir ce logement additionnel qui pourrait permettre soit une bigénération, donc d'avoir quelqu'un de famille qui puisse y rester comme parent, ou encore de pouvoir le louer par la suite parce que ça va être une entrée séparée. Excellent, bon, parfait, ça c'était pour moi. Oui, le bus, les projets de Cité Bus qui vont être gratuits, ça a été décidé là cette semaine. On va avoir vraiment c'est une grande refonte des circuits. Comme on l'a mentionné, on aurait voulu aller jusqu'à Rimouski-Est, mais à l'intérieur du contrat qu'on avait, c'était impossible de le faire. Ça va être pour définitivement sous considération pour le prochain contrat qu'on aura. Mais avec les nouveaux circuits que nous avons, on voulait vraiment donner la chance aux gens de pouvoir connaître les nouveaux circuits, de pouvoir voir de quelle manière ils pourraient être adaptés à leur réalité. Et pourquoi pas tester le circuit également de notre part. Alors, il était proposé par la STA qu'on puisse procéder à une gratuité pendant 2 semaines pour permettre aux gens de l'essayer et puis de nous donner leurs commentaires par la suite. Excellent. Et puis là, de mémoire, j'avais une question sur les nouvelles du groupe Fari. C'est vraiment de mémoire, mais j'ai l'impression qu'on attendait des nouvelles au mois de novembre. Non, en fait, ils ont signé une prolongation de l'offre d'achat. Donc, la prolongation est bonne jusqu'à la fin du mois de mars. Donc, pour l'instant, on n'a pas de nouvelles à savoir s'ils vont concrétiser l'offre d'achat en achetant le terrain. Donc, la balle est dans leur camp pour l'instant. Jusqu'au mois de mars, ils ont le droit de soit se rétracter ou décider en fait. Pour l'instant, ils ont l'option d'acheter le terrain. Ils sont les seuls à avoir l'option d'acheter ce terrain pour l'usage qui a été défini dans leur projet d'ici le 31 mars. Bon, et pour l'épisode de la Maison des Jeunes au Parc Lepage, si jamais Madame Dubé ou Madame Marin vous reviennent avec justement l'approbation du 6, est-ce qu'on pourrait réévaluer le projet? Si le 6 arrive et ils nous disent qu'ils sont intéressés à avoir une autre Maison des Jeunes, que leur planification fait en sorte qu'ils ont le financement requis pour accréditer une 4e Maison de Jeunes, on va certainement regarder la situation. Mais il faut comprendre qu'il y a à peine une semaine, 10 jours, Mme Marin nous a mentionné que les personnes du 6 qui lui ont retourné ses appels, donc elle avait parlé avec personne depuis 6 mois. Alors, vous comprenez que j'ai été surpris lorsqu'elle disait le 6 attendait juste que la Ville réponde. Elle a avoué elle-même la semaine dernière que personne ne lui avait parlé, personne ne lui avait retenu d'appel du C3S. Alors, si jamais, effectivement, le C3S nous dit on désire vraiment mettre une maison de jeunes, c'est vraiment essentiel pour nous autres, on va tout à fait écouter. Pour l'instant, j'ai aucune indication que c'est le cas. Et puis le plan d'affaires qu'il vous a remis, qui avait été demandé d'ailleurs, est-ce que ça vous allez le considérer ou pour l'instant le projet sur la glace? Le plan d'affaires est pour leur projet. Donc, encore une fois, si ils ont un plan d'affaires, je n'ai pas jeté un coup d'œil dessus, mais c'est davantage pour l'opération. Maintenant, on parle de la question du C3, de la Maison du Gardien comme possibilité. Je vais mentionner à Mme Marin qu'elle pourrait regarder si le C3S voulait vraiment coordonner et financer une maison de jeunes. Il pourrait trouver du financement, que ce soit pas nécessairement la Maison du Gardien, mais une autre maison. On va laisser ça au C3S, c'est leur décision. C'est le C3S qui finance les maisons de jeunes, c'est pas la Ville de Rimouski. La Maison du Gardien, comme on l'a mentionné, va coûter au bas mot minimum 300 000 à rénover. Et ça, c'est dans le cas où ça appartient à la Ville ou c'est dans un usage quelconque commercial comme pour la Maison de jeunes. Alors, les C3S, je pense, s'ils sont intéressés à la Maison de jeunes, vont prendre cet élément en considération. Mais je comprends que ce n'est pas à la Ville de dire oui, on embarque. Vous n'avez aucun pouvoir de ce sens-là. Bien, exactement. Puis honnêtement, si le C3S arrive et dit ça nous prend une Maison de jeunes, on est prêt à la financer, on est prêt à la coordonner et on pense qu'elle devrait être à la Maison du Gardien, on va définitivement réviser notre position. Présentement, j'ai aucune indication que c'est le cas. Je
comprends. Et puis, on a parlé aussi de l'adoption pas d'un nouveau plan de la famille, en tout cas d'une poursuite ou une réactualisation du plan de la famille. Alors, qu'est-ce qui change, justement? C'est un nouveau plan d'action qui a été fait pour Rimouski, Ville des Aînés. C'est en fait une politique qui peut être mise à jour de celle qu'on a suivie. On avait d'ailleurs une subvention pour pouvoir la mettre à jour selon les réalités d'aujourd'hui. Alors, dès demain, les gens pourront aller sur le site web de la Ville de Rimouski, s'informer au sujet de la nouvelle politique de la famille et des aînés, comme municipalité amie des aînés. Et puis, au mois de janvier, nous aurons l'occasion d'avoir un événement public en invitant la population à venir inaugurer et lancer cette nouvelle politique que nous avons. Mais qui est adopté, je veux dire, ils n'ont pas leur avis à donner. Non, c'est adopté, mais après de longues consultations. Donc, c'est tout un mouvement qui a été entamé, en fait, depuis avant l'élection pour procéder à la consultation, pour voir de quelle manière cette politique devrait être révisée. C'est une révision, en fait, qui était nécessaire après la fin du dernier plan tel qu'il avait été adopté. Et ce serait quoi les grandes lignes pour m'en dire un peu plus? Bon, écoutez, je pense que je vais laisser les gens le consulter auparavant. C'est quand même une politique assez exhaustive. Mais ça serait quoi l'axe que vous vous êtes donné lorsqu'on parle de municipalité pour être moderne, on parle de municipalité amie des aînés, je dirais qu'un des éléments sur lesquels on a mis plus d'accent que dans le précédent plan, c'est sur la mobilité active. Donc, on a beaucoup d'aînés qui sont au centre-ville. C'est pas toujours facile. Juste de pouvoir traverser le boulevard René-Lepage, par exemple, pour passer d'un côté à l'autre. Est-ce que la longueur de clignotant est suffisante pour permettre à un aîné de pouvoir passer sans avoir à se dépêcher? C'est des petits détails, mais c'est des détails qui font en sorte qu'une ville soit vraiment propice et comprend la réalité que vivent les aînés. C'est un petit exemple, mais c'est une espèce de prisme par lequel la ville doit analyser ses décisions en fonction d'être adaptée à la réalité des aînés. Oui, regarder un petit peu avec le prisme justement des aînés, savoir s'il fait bon vivre à Rimouski. Tout à fait. Ça serait bon pour moi. Voilà, merci. Je vous remercie beaucoup, M. Caron. Merci bien. Bonne soirée. Pareillement. Et puis, bon temps des fêtes. Alors, j'ai compris que c'était la trêve. Effectivement, oui. On a encore une réunion, une séance de travail la semaine prochaine, mais elle n'est pas publique alors. Bon, parfait. Merci bien. Merci. Là, je vais vous faire répéter un peu parce que dans le fond, vous l'avez mentionné tantôt pendant la période de questions. Mais le dossier de la remontée au Parc Beauséjour, pourriez-vous revenir un peu là-dessus? Bien, rapidement. Effectivement, une décision qui a été prise à la lumière du fait qu'on avait de la difficulté à trouver de la main-d'œuvre pour pouvoir l'opérer, à la lumière du fait que c'est un service qui coûtait 30 000 $ par année à opérer pour environ 25 jours, plus quelques classes neige, et que la direction dans laquelle la Ville est allée depuis 2 ans était davantage au niveau de la location gratuite d'équipements sportifs. On parle de raquettes, on parle de ski de fond, on parle de patins, on parle de traîneaux pour pouvoir glisser. Bien, on a décidé de réorienter, étant donné l'usage accru, puis on parle de 12 000 locations gratuites qui ont été faites depuis 2 ans, mettre plus de ressources là-dedans, mais mettre des ressources éventuellement même pour déblayer les sentiers du Parc Beauséjour pour permettre l'utilisation du fat bike. Donc vraiment promouvoir l'exercice, et on jugeait que en termes d'optimisation, c'était préférable d'aller dans cette direction. Alors le 30 000 $, il ne sera pas 30 000 $ qu'on mettait dans l'opération, va être dédié en fait à la location gratuite d'équipements, à l'achat de nouveaux équipements et à des initiatives qui vont promouvoir l'utilisation du Parc Beauséjour durant l'hiver. En parlant de choix à faire, c'était dans le fond le même principe par rapport à la hausse des taxes. Vous l'avez mentionné ça aussi tout à l'heure, je vais répéter encore une fois. Non, bien sûr. Dans le fond, au départ, c'était 11 % de plus. Initialement, si on n'avait pas fait de changement, l'augmentation qui aurait été prévue pour la Ville aurait été de 11,7 %. En grande partie à cause de la hausse du prix du carburant, qui a augmenté de plus que l'inflation moyenne. Les appels d'offres que nous avions de nos différents fournisseurs pour tous les travaux ont augmenté dans bien des cas de 25, 30, 35 %. Donc, on voyait que dans le prochain budget, si on n'avait pas de contrôle, on aurait pu augmenter de 11,7 %. Donc, le travail, ensuite, c'était de voir de quelle manière on peut s'assurer de minimiser l'impact sur le contribuable. L'inflation, je le rappelle, était à 7 %, donc ça nous donnait au moins un plancher. Puis là, on regardait les différentes mesures. La question du déneigement. On ne coupe pas le déneigement. Il y a 2 millions de plus de budgétés pour le déneigement. Bien là, on a regardé, est-ce qu'on peut souffler davantage sur les bancs de neige, plutôt que de mettre les camions et les dépôts à neige, qui coûtent 5 fois plus cher que de souffler sur un terrain. Alors, éventuellement, c'est des initiatives qu'on a prises. Il faut réaliser que pour chaque 100 000 $ de dépenses supplémentaires, disons-le comme 100 000 $ de dépenses qu'on coupe, bien, on sauve 4,30 $ dans le compte de taxe d'un contribuable d'une maison moyenne à 253 000 $. Donc, au fur et à mesure qu'on a fait des choix comme ceux-là, comme l'ensemble, on a réussi à comprimer
l'augmentation du compte de taxe à 98 et donc 3,6 au lieu des 11,7 initiaux ou du 6,9 qui était le taux d'inflation en octobre 2022. OK. Le permis a été émis pour le projet de la compagnie de construction Albert à Nazareth. Êtes-vous au courant? Un peu, oui. Ce permis, le développement est déjà commencé. C'est au niveau des servitudes, au niveau de ce que la Ville a à investir pour des infrastructures. Effectivement, pour un développement dans le secteur de la rue du Coteau. OK, c'est ça qui avait été abordé plus tôt dans la soirée, je crois. Oui, et même la semaine passée, on en a jasé. Donc, on est constamment en négociation, mais en attente de ce qui est des besoins. Et puis là, on a des besoins de développement de rues, on a besoin de développement des systèmes d'aqueduc, d'eau usée, tout ce qu'on a besoin pour pouvoir développer un quartier. Et puis, c'est un promoteur, Gérald Lebert, qui s'en va de l'avant et on travaille avec lui. OK. Puis, pour finir, pourriez-vous revenir un peu sur le 16.4.6? Oui. 16.4.6, oui. Par rapport au Oui, logement. ça, c'est le règlement de ce qu'on avait mentionné dans le budget, effectivement. OK. Donc, au bout du compte, on a des montants. Dans ce cas-ci, c'est un montant de 230 000 qu'on a mis, qu'on a mis aussi l'an dernier. 260 000 pardon, qu'on a mis cette année, comme l'an passé aussi. Avant ça, c'était 130 000 par année pour constituer une réserve financière pour le logement social et abordable, qui va maintenant s'élever à 1 270 000. Éventuellement, c'est le genre d'investissement qu'on aurait besoin pour s'assurer que la Ville puisse remplir ses exigences par rapport aux contributions municipales nécessaires dans les projets de logement social et de logement abordable. Dans le cas pour donner un exemple, dans le cas du programme d'habitation abordable du Québec, le gouvernement demande que la contribution d'une ville soit à 40 du montant donné par la Société d'habitation du Québec. Ça, on peut le donner de diverses manières. On peut le donner, entre autres, par des crédits de taxes foncières. On peut le donner à travers le don d'un terrain. C'est inclus à l'intérieur. Il peut se produire que dans un cas ou dans l'autre, il va manquer une certaine somme, mais on peut tirer la somme de ce fonds pour aider à compléter la contribution municipale requise. OK.